next, we got Why Am I Right and You Are Wrong? The Twilight Saga. Remake and complete saga. C'est qui ce mec? C'est la première fois que je le rencontre. Right? Ouais, non, ça c'est une première. Bon, allez. Another movie review, comme Not Serious, et l'autre. 12... j'ai oublié. You know, if they would just use their normal names, then I would remember. Anyway, let's go. Bon, allez. Bienvenue dans ce remake. By the way, I never watched Twilight. Ever. Never. Was never interested. Bon, allez. Remake du Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur Twilight. Twilight, la saga que nous aimons détester. Expulsée telle une violente dysenterie de l'esprit de Stephenie Meyer pour éclabousser les pages de 4 livres et les scripts de 5 films, Twilight raconte la romance cucu d'une poufiasse venue de la ville pour inonder la campagne américaine de sa fausse niaiserie, combattre des années de lutte pour la libération des femmes afin de rester vierge jusqu'au mariage, alors qu'en vérité ce n'est qu'une chiennasse qui ne va se marier que pour pouvoir se faire troncher vampire style. Oh, it's a vampire? Oh, they're vampires. Yeah, that's right. You know, I think my wife watched this shit at some point. I've been with her a long time, but many years ago, she might have watched this. And she'd be like, "Do you want to watch it?" And I took maybe one look and went, no. Anyway, he just described exactly why I have never watched it. Vierge jusqu'au mariage, alors qu'en vérité ce n'est qu'une chiennasse qui ne va se marier que pour pouvoir se faire troncher vampire. Chiennasse. Il faut cependant revenir sur quelques points, parce que le plus révoltant dans Twilight, c'est pas les nouveaux vampires qu'a créé Stephenie Meyer, comme beaucoup l'ont dit. De la comtesse sanglante Elizabeth Bathory aux origines du mythe, jusqu'au Dracula de Bram Stoker, en passant par les vampires d'Anne Rice, pour en arriver à ceux de Stephenie Meyer, ces créatures mythiques ont subi de nombreuses évolutions au fil des ans. La peur de l'ail et de l'argent viennent disparaître au fil du temps, leur résistance au jour évolue également, Dracula pouvait tenir en plein jour au simple prix de ses super pouvoirs, l'un d'eux incluant d'ailleurs la possibilité de se transformer en chauve-souris, aptitude totalement ringardisée de nos jours. Ce qui a évolué, c'est également le sex appeal des vampires. Dracula n'était pas vraiment dans la fleur de l'âge. Celle qui a marqué cette évolution, c'est Anne Rice et sa saga des vampires qui deviennent de véritables bombes sexuelles au point que l'adaptation en film a été obligée d'aller chercher Tom Cruise et Brad Pitt pour incarner les personnages principaux. Excusez-moi mais j'ai chaud tout à coup. Je me rends compte qu'ils ont vieilli aussi. Cela marquait le début d'une évolution du vampire de créature mythique damnée au rang d'objet de désir, principalement chez les femmes. À ce propos, Anne Rice a aussi introduit beaucoup de tensions homosexuelles dans ses œuvres, et pour d'obscures raisons, les romances entre garçons ont toujours fasciné les jeunes femmes, et dont le succès de l'œuvre et donc de la formule. Si, croyez-moi, j'ai malencontreusement écrit du yaoi pendant 2 ans. Ce sont les filles qui lisent ça. Lost Boys, that I watched. That was a good movie. Si les vampires ont commencé à devenir tendance et à attirer le public féminin. Certains en jouent, comme Fright Night, d'autres l'embrassent pleinement, comme Vampire Diaries, True Blood et le fameux Twilight. Le fait que les vampires de celui-ci se transforment en boule à facettes au soleil peut en déranger certains, mais je trouve personnellement cela assez beau. Je l'admets, ça retire tout le côté damné de ces créatures, mais la saga étant dénuée de conséquences, on n'aurait jamais pu les dire damnées de toute façon. C'est horrible, je servais parfaitement sans tuer d'humains, j'ai la vie éternelle et tout le monde va m'inviter aux soirées disco. Putain, mais je pourrais me faire une fortune en vendant ces peaux mortes pour en faire des bijoux. L'autre idée un peu étrange est de donner à chaque vampire un pouvoir particulier. Edward lit les pensées, Alice prédit l'avenir, Jasper contrôle les sentiments des gens, etc., etc. Leurs pouvoirs sont une extension de leur personnalité et vous allez voir, ça va être drôle. Ce qui est révoltant, ce n'est pas non plus l'utilisation des loups-garous, que d'ailleurs il ne faudrait apparemment pas appeler loups-garous, mais hommes-loups. Soyons honnêtes, ce sont des variations autour du loup-garou, au même titre que les vampires boules à facettes sont des variations du vampire. Non, franchement, il y a quelque chose qui vous choque là-dedans ? Pardon. Non, en fait, à part le fait que les effets spéciaux soient pas terribles, il n'y a rien de mal là-dedans. Le vrai problème de Twilight, c'est pas son univers, ce sont ses personnages et son histoire. Nous allons voir pourquoi, point par point, film par film, tout en notant cependant certaines qualités. C'est dit, si je notais certains bons points sur la mise en scène de Twilight, je n'ai que du mépris et du dégoût pour l'histoire écrite par Stephenie Meyer, donc je vais pas du tout me gêner pour mettre des spoilers, ni pour ne pas la respecter.
Voyons ce qui va et surtout ce qui ne va pas dans Twilight. I have a La feeling. saga démarre avec la voix de notre héroïne au moment où elle se retrouve obligée de déménager chez son père. Elle s'appelle Bella Swan et est interprétée par Kristen Stewart. Voilà, les problèmes c'est fait, maintenant passons aux autres films. Non, je déconne. Elle va rencontrer dans son école la famille Cullen, famille dysfonctionnelle s'il en est, puisque les membres de la fratrie sortent les uns avec les autres au grand jour, même s'ils sont tous officiellement adoptés. Parmi eux, elle va tomber éperdument amoureuse d'Edward, un grand brun qui la regarde comme s'il allait la bouffer, et pour cause, les Cullen sont des vampires. Des vampires domestiqués en quelque sorte, puisqu'ils se sont forcés à ne jamais tuer d'humains, uniquement des animaux. Ah, c'est vrai ça? They only kill animals? Aïe, aïe, aïe. Leur condition sera confirmée à environ la moitié du film par un dialogue qui fait probablement frissonner les midinettes, mais qui aux oreilles de n'importe quel humain sachant correctement utiliser son cerveau est d'un ridicule consommé. Say it. Say it. Vampire. Bella va, par je ne sais quel miracle, réussir à charmer cet homme au sang-froid et se faire accepter par toute cette famille recomposée. Malheureusement, lors d'une sortie sportive familiale, ils vont tomber sur un groupe de vampires plus classiques, James le Blond, Victoria la Rousse et Laurent le Black, qui vont tout naturellement immédiatement vouloir tuer Bella. Comme je les comprends. La famille va alors quitter la ville pour mettre Bella en sécurité, mais celle-ci se fait avoir par la ruse la plus évidente du monde, un enregistrement de sa mère pour faire croire à son enlèvement. Il aurait suffi qu'elle essaye de l'appeler pour vérifier qu'elle a bien été enlevée, mais bon. Fort heureusement pour elle, les Cullen vont arriver au bon moment et buter James. À la fin, Bella demande à Edward de la changer en vampire, ce qu'il refuse pour le salut de son âme. Ce que croit faire Twilight, c'est montrer un amour maudit, vaincre des années d'intégrisme et de dogme grâce à une femme forte qui se bat pour ses convictions. Le problème, c'est qu'elle est plus tête de mule que forte, que les règles qu'elle brise semblent toujours assez sensées et pas si atroces que ça, et que ses convictions sont surtout des désirs qui ne volent pas plus haut que je veux faire ce que je veux, peu importe si ça fout la merde, et je veux le beau brin ténébreux de l'école. Or, le récit des amoureux maudits ne peut marcher que s'ils ont un amour fort et damné à défendre face à des règles sclérosées dont ils prouvent l'inefficacité et la bêtise. En vérité, l'amour d'Edward et Bella n'est pas damné, il est juste compliqué et principalement à cause d'eux. Et particulièrement difficile à défendre d'ailleurs, déjà parce qu'avec ce qui viendra dans les autres films, leur relation sera sacrément dogmatique, mais surtout parce qu'ils ne parlent jamais de ce qui les attire l'un vers l'autre. Chaque scène ne sert qu'à parler du background mystique qui entoure les vampires. On sait pas ce qui les attire, on présente les règles de l'histoire pour permettre ensuite à Bella de les fouler aux pieds, plus pas envie de foutre la merde finalement que parce que c'était une mauvaise règle. Elle a plus l'air curieuse des vampires en général que d'Edward, qui n'a rien d'intéressant à proposer malgré ses 100 années d'expérience. Et le souci général de l'histoire d'Edward et Bella, c'est qu'on comprend pas vraiment pourquoi Edward est si réticent à faire d'elle une vampire, parce que clairement, c'est beaucoup plus cool que d'être un humain, et ils ont même pas besoin de boire du sang finalement, donc à part rester discret, il lui imposerait rien de spécialement horrible. Même la discrétion est light d'ailleurs, parce qu'ils ont le droit de vivre en société. Donc il a l'air de lui cacher, pour lui cacher. Tout ce film est censé mettre en place leur relation et au final c'est juste un beau gosse qui la dévisageait bizarrement, avec qui elle partage la passion de... This seems very, very, very similar. This is a bite. You know what a bite is? It's when somebody rips somebody else's work off. It looks like it's more or less a bite of the Lost Boys. That's what it looks like. Group of friends, all vampires, trying to get one girl to join. Lost Boys, it was trying to get a guy to join them. Then at the end, the guy, went against them. And, I don't know, does she go against him at the end? I don't know. I got a feeling kids loved this. Especially girls. It's just a guess. Et son goût pour les... En gros, elle lui apporte... Elle a enfin donné un sens à sa vie. Elle se détache de toutes les personnes qu'elle a rencontrées en 100 ans par sa façon si particulière de... Ai-je vraiment besoin de préciser à quel point tout cela est ridicule et téléphoné? Je ne pense pas. En revanche, qu'est-ce que ce film peut avoir d'intéressant? Eh bien, vous me connaissez, c'est sa réalisatrice. Catherine Hardwicke est presque une cinéaste underground pour Hollywood. Son premier film, 13, est l'histoire d'une adolescente de 13 ans et sa relation avec sa mère alors qu'elle découvre le sexe, la drogue et le reste. Son deuxième film, Lords of Dogtown, parle de la bande de jeunes mecs cool qui ont inventé le skateboard, ses planches et ses figures. Son troisième film est... La Nativité, qui porte sur le voyage de Joseph et Marie vers Bethléem. Et Twilight. Are the other ones good? Bah ouais. D'ailleurs, je me demande si le fait qu'elle ait réalisé La Nativité juste avant ne serait pas un point qui a poussé la très mormone Stephanie Meyer à valider le choix de Catherine Hardwicke comme réalisatrice du premier Twilight. Et Catherine a fait un excellent travail dans son matériau de base.
Un de ses principaux choix a été de réduire l'utilisation des effets spéciaux au strict minimum. Par exemple, là où les films suivants vont souvent montrer les déplacements rapides des vampires, le film de Hardwick va plutôt choisir de les faire hors champ. De même, dans la scène de combat finale, elle va préférer les effets spéciaux physiques réels plutôt que le trucage numérique. Cela donne parfois un aspect un peu grotesque, comme dans les scènes où les vampires courent vite, où elle a choisi le système D. De grandes bâches en plastique avaient été posées sur le sol et étaient tractées en même temps que les acteurs couraient dessus, un peu comme un tapis roulant. Les mouvements des acteurs sont donc étranges par rapport à leur vitesse, mais passent quand même. Mais Hardwick joue justement beaucoup avec le ridicule et j'ai plusieurs exemples de cela. On a droit par exemple à un foreshadowing intéressant au sujet de Jacob dès le premier film. Quand Charlie, le père de Bella, lui offre une camionnette et qu'elle invite Jacob à l'essayer avec elle, elle lui envoie la porte en pleine gueule. C'est une annonce assez drôle et intelligente de toutes les souffrances que la demoiselle va infliger à l'adolescent par la suite de l'histoire. Un autre exemple, c'est la scène où Bella et Edward se voient pour la première fois. Bella, comme tout canon de beauté, entre dans la salle, les cheveux flottant dans un courant d'air, envoyant son odeur pile sur le vampire, ce qui provoque, et je crois bien que c'est la première fois que je vois ça, une érection de papier chez Edward. Genre symboliquement, bang, hisser la grand voile, le mât est en place. Au passage dans cette scène, ils étudient un planaria, soit le verre le plus phallique du monde. Autre façon de jouer avec les aspects comiques de l'histoire. I think I did a good job by never watching it. I think I did well without even looking at it once. Right? I did a good job. Oui. Je crois aussi. Oui. C'était une bonne décision. Décision. Cette réplique. Take control. You're a strong, independent woman. Strong, independent woman. Ça traduit à la fois une très bonne analyse du public Sounds like a Whitney Houston song. type de la saga, les midinettes, les poufs, les fleurs bleues, bref, les adolescentes persuadées d'être extrêmement matures, mais aussi un regard assez cynique, bien qu'assez réaliste et intelligent, sur son sujet et son public par Kathleen Hardwick. Par exemple, Hardwick a utilisé à certains moments ce genre d'image typique de la photo retravaillée à grands coups de Photoshop dans la gueule par une grognasse émo gothique avec les personnages d'une blancheur diaphane sur un fond aussi noir que les méandres du cerveau d'Anna Montana. Elle a vraiment fait du bon boulot. On a véritablement un film sensoriel qui exprime les émotions de Bella, les aptitudes des vampires, et montre un amour pour la nature et la simplicité. Regardez par exemple ce superbe travelling rotatif qui exprime à la fois le tournoiement des sentiments amoureux et la beauté, la texture de la nature. Elle s'éclate aussi lors des scènes de chasse du trio de méchants vampires, jouant avec le débulage de la caméra. Pour vous expliquer, ça c'est un plan bulé, droit, et ça c'est un plan débulé. Ça crée un sentiment de malaise, ici bien adapté au surnaturel. Bref, elle fait au mieux avec ce qu'elle a. Ok. Et ça a marché puisque le film a rapporté... Combien? 390... Oh my god. I told you. Kids movie. Girls loved it. 7 millions. Alors ça pourrait presque paraître trop d'attention, étant donné le matériau de base et l'histoire d'amour totalement insipide que nous offraient Edward et Bella, qui, soyons honnêtes, ne s'aiment que parce qu'ils ont envie de baiser. On peut mettre toutes les allusions Roméo et Juliette qu'on veut, ça revole quand même très près du sol cette histoire. Malheureusement, voyons ce que ça donne lorsque Twilight ne reçoit que l'attention qu'il mérite. Résumons l'histoire de New Moon. Réalisant après un incident familial qu'il pourrait mettre Bella en danger, Edward et le reste des Cullen décident de quitter le bled où ils vivent. Bella ne se remet pas de sa séparation et sombre dans une profonde dépression dont seul Jacob parviendra à la sortir, jusqu'à ce que lui aussi l'abandonne lorsqu'il découvre qu'il est en fait un loup-garou. C'est alors qu'elle est abandonnée de tous que Victoria, la compagne de James tuée à la fin du précédent film, revient pour se venger. Jacob et les autres loups la protègent, mais, jaloux, le jeune et fougueux indien fait croire à Edward au téléphone que Bella est morte. Au comble du désespoir, Edward décide de briser la loi des vampires en s'exposant aux mortels afin que les Volturi, la famille qui règne sur les vampires, le condamnent à mort. Bella, aidée de Alice Cullen, se rend donc en Italie pour sauver son aimé. Elle rencontre ainsi les Volturi qui réalisent alors qu'elle est immunisée contre n'importe quel pouvoir des vampires, on va bien qu'un peu latin, elle sourit jamais cette pute, et exige qu'elle meure ou devienne elle-même une vampire. Les Cullen promettent donc de la transformer, mais Edward y met une condition et demande Bella en mariage. Alors, il y a du boulot, mais franchement, c'est pas la mer à boire non plus, hein. 2h10. Cette bouse dure 2h10. C'est le plus long des films sortis. D'ailleurs, c'est amusant que ce soit le film qui introduise les loups-garous qui traîne ainsi la patte. Oh, vos gueules. Ce film est long. Mais long. Regardez, rien que ça, c'est rien, mais c'est un excellent exemple. Le titre met 42 secondes à apparaître. 42 putains de secondes pour 2 mots. Et c'est pas comme les Harry Potter où le titre est pas lisible au début parce qu'il est trop loin et qu'on a quand même des éléments à l'image pour s'occuper. Non, c'est qu'un putain foutu du cycle lunaire qui révèle 2 mots de titre.
42 secondes. 1 minute 42. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is 42. 42. Son of a bitch. Non, c'est un pur hasard. Ça traîne comme ça tout au long du film, pour en plus filmer un néant absolu, parce que déjà que l'histoire de Twilight en général est nulle, mais alors là c'est vraiment le passage où il se passe rien. Un excellent exemple, c'est le moment où Bella est dépressive et reste scotchée à sa fenêtre pendant 3 mois. 3 mois? Ce plan met 1 minute 23. 1 minute 23 de travelling rotatif autour d'une nana qui ne bouge pas. On n'est pas dans un film sérieux, un jeu dramatique et puissant qui vont révéler un trait profond de la nature humaine. On est dans un putain de film Twilight. Mais même quand il se passe quelque chose, il se passe rien. La scène où Jasper pète un câble et essaie d'attaquer Bella, comme je le comprends, est filmée au ralenti. En plus, écoutez ça, même la musique se fait chier. Ce que tout ça révèle, c'est que contrairement au précédent, ce film se prend au This film sucks? sérieux. Ah. Ce film est persuadé d'être une tragédie shakespearienne moderne. La réalisation est revenue à Chris Weitz, dans la filmographie duquel il y a à boire et à manger. De Les Pieds sur Terre à Pour un garçon, en passant par La Boussole d'or, ce mec a fait son New Moon sans aucun recul sur son support de base, au pied de la lettre. Alors parfois ça peut donner du bon le sentimentalisme. Cette scène par exemple où Bella rêve de sa peur de vieillir humaine aux côtés d'Edward est particulièrement réussie. Mais elle en fait des caisses! Vous avez déjà vu un champ fleuri comme ça, vous? Les fleurs poussent respectueusement à 20 cm les unes des autres. Quelle discipline! Et à quoi on a droit après cette scène? Ah, tu veux pas nous le mettre encore plus gros dans la gueule que t'es persuadé d'avoir écrit le nouveau Roméo et Juliette? Tiens, zoom encore plus près, je suis pas sûr qu'on ait tous bien vu le titre. Et remets-en partout tant qu'on y est. Oh, here will I set up my everlasting rest. Il y a aussi des trucs clairement faits avec les pieds. Quand on voit la très mauvaise 3D des loups-garous, ou pire encore, la vague en image de synthèse la plus pourrie que j'ai vue depuis bien longtemps, on regrette amèrement Catherine Hardwicke et sa règle du le plus d'images réelles possible. Et quand je vous dis que c'est la partie la plus intéressante de la saga, c'est pour une raison très simple. Ce film est censé mettre en place l'idée selon laquelle un triangle amoureux est en train de se former entre Edward, Bella et Jacob. Mais franchement, What? Qui? We got a threesome? What's happening? What? je répète, pour les poufias qui sont persuadés que c'est une très belle histoire d'amour, qui, en regardant ce film, Calm down. a pu croire une seule seconde que Bella était amoureuse de Jacob. Franchement, c'est un bouche-trou, rien de plus, ça se voit, enfin c'est évident. Je sais pas qui peut formuler dans sa tête l'hypothèse que I didn't even. Bella éprouve un sentiment quelconque. I could have told you, with just the first couple scenes that I saw these two together, that this guy was gonna fall in love with her, and that I guess eventually she's gonna fall in love with him, but she's in love with the vampire, so that's a problem. Oh, I don't know if I'm gonna be able to sleep. Just this alone could really keep me up. This is gonna bother me now. Oh, the poor thing. She's in a love triangle, isn't she? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ça c'est... Oh, c'est un désastre. Autre qu'une amitié de circonstance parce qu'elle a rien de mieux sous la main, envers Jacob. Donc tout ce passage de l'histoire, tout le tome 2, ne sert absolument à rien. Parce que jamais on peut imaginer que Jacob soit un véritable concurrent pour Edward. Franchement, à quoi sert Jacob? Cut his hair? What happened? D'ailleurs, vous savez probablement qu'il y a toute une histoire sur le fait que les loups-garous de Twilight seraient une métaphore pour l'homosexualité. Genre un groupe de mecs vivant dans une cabane au fond des bois, toute la journée torse nu à se tripoter, forcément ça devrait être des gays, c'est ça? Et... Bon, en réalité, c'est plutôt le discours de Bella qui vient appuyer cette hypothèse. Well, can't you find a way to just stop? I mean, it's wrong. It's not a lifestyle choice, Bella. I was born this way, I can't help it. C'est effectivement un discours assez classique chez les gens qui ont du mal à accepter les conditions homosexuelles chez I was born this way, I can't help it. un de leurs proches. Et je suis surpris que meilleure œuvre pour l'acceptation des gays, cela dit, elle prône bien les familles recomposées, alors pourquoi pas. Le seul véritable intérêt de ce film est de développer le background qui va servir au développement des histoires qui vont suivre. Après avoir découvert les vampires et la famille des Volturi qui les dirigent, ainsi que quelques-unes de leurs règles, on découvre aussi l'existence des loups-garous, leur mode de fonctionnement. I mean, just look at this scene right here. It makes you think. It makes you think. What am I watching? Yeah.
et la fraternité qui les unit comme une sorte de pacte des loups. Il sert aussi à montrer à quel point Bella et Edward ont besoin d'être ensemble. Bella fait pas que déprimer quand elle se fait larguer, elle se retrouve parfois à hurler en pleine nuit tant elle souffre de ne pas pouvoir être avec l'homme qu'elle aime. C'est ridicule cette scène. C'est hystérique là, qu'elle est dans son lit en train de hurler, c'est pour ça qu'elle s'est fait larguer, qu'elle a un chagrin d'amour. C'est absurde. Attendez un peu de vous faire larguer par quelqu'un que vous aimez profondément. Je comprends, la première fois que j'ai vu la scène, j'ai réagi comme vous. Et le film et l'histoire d'amour d'Edward et Bella ne méritent pas une scène pareille. Mais vous verrez, vous aussi un jour vous mordrez dans un oreiller en hurlant parce que vous aurez l'impression que votre vie est foutue. C'est cependant assez difficile de croire qu'il y a vraiment quelque chose de fort entre eux, une sorte de lien éternel, une destinée qui les attire irrémédiablement l'un vers l'autre. J'ai du mal à croire à cette histoire d'amour maudit, même quand je sais qu'ils vont finir ensemble. Ils partagent autant de choses qu'un prince et une princesse dans un conte de fées. D'ailleurs, Le Petit Chaperon Rouge est le film que Catherine Hardwicke a fait juste après Twilight. Je saurais pas dire s'il y a un lien, mais en tout cas c'était une belle merde. Le film devient vraiment intéressant quand Bella part en Italie pour empêcher Edward de mettre fin à ses jours. Pourquoi? Eh bah, déjà pour ça. Ah, oui. Mais aussi pour les Volturi. Bon, ils sont pas particulièrement effrayants, hein, ils sont même un peu ridicules, mais c'est voulu et c'est ça qui marche. Ils font si anciens, si rigides, qu'ils paraissent inadaptés au monde actuel et un peu fantoches, bien qu'ils soient en fait redoutables. Ça met en place un enjeu qui verra son payoff dans le dernier film, et fait planer au-dessus des autres films une épée de Damoclès assez sympathique. Malgré tout... Non, vraiment, je vois pas la damnation d'Edward et Bella, et je crois pas non plus à la menace que représenterait Jacob pour eux. Le visionnage de New Moon a été une torture. Oh, ça c'est horrible. Mais le film a rapporté... 400 million. 710 Quoi? millions. Donc ils ont continué, et malgré l'ineptie du deuxième... Combien ils ont fait? Ben, c'est vrai. As long as everybody keeps paying, they'll keep making. J'ai été voir le troisième au cinéma. Pourquoi? Et franchement, Eclipse est le seul volet de la saga dont je recommanderais le visionnage. Alors soyons clairs, c'est pas un chef-d'œuvre, surtout si vous n'arrivez pas à faire abstraction des scènes de romance. Mais putain, il y a des passages qui sont bons dans ce film. Il commence par une scène He just rip his arms off? d'attaque dans les rues de Seattle digne d'un bon film de vampires. Victoria a pour projet secret de lever une armée de vampires juvéniles les plus dangereux pour retourner à Forks. Ah oui, le Blade Wave s'appelle Forks. Fourchette. Retourner à Forks donc pour poutrer Bella et Edward et ainsi venger la mort de James. Afin de défendre Bella, les Cullen et le clan des loups-garous vont devoir travailler ensemble. La tension monte jusqu'au climax, un combat final assez violent et épique. Et le film se termine enfin sur Bella et Edward discutant des préparatifs du mariage dans leur clairière habituelle. Les scènes dans ce champ de fleurs pourraient paraître aussi débiles que dans le deuxième film, mais en fait elles sont considérées avec beaucoup d'ironie. Ça se voit dans 2 points. D'une, contrairement à New Moon, les plans tournés dans les champs de fleurs ne sont pas sublimés par des mouvements de grue ou une saturation des couleurs pour les rendre très pétantes. Les couleurs sont au contraire réalistes, voire même légèrement atténuées. Et de 2, le champ n'est toujours là que comme décor. Il n'est là qu'en tant que fond, un environnement pour poser le cadre, et non pour être le centre de l'attention, genre « Oh, regardez comme il est beau et romantique ce champ de fleurs !» Et ça c'est parce que le réalisateur du film est un vrai réalisateur. David Slade a réalisé 30 jours de nuit, mais mieux encore, il a réalisé un de mes films préférés, Hard Candy. Hard Candy. C'est un réalisateur plein d'intelligence et d'ironie. Je pense pas qu'il a réalisé Eclipse par conviction ou par attachement à l'histoire, je pense qu'il a réalisé le film pour avoir un chèque. Mais il a pas voulu se réfuter en le faisant et il a donc filmé les scènes cucu avec une ironie cachée dans la mise en scène, la photographie, et en s'éclatant beaucoup par contre avec les scènes de combat. Il a également beaucoup pu s'amuser avec les différentes histoires des personnages. Eclipse est en effet un épisode où on s'attache enfin un peu aux histoires des autres Cullen, en particulier Jasper et Rosalie, qui eux pour le coup ont véritablement une histoire tragique. C'est même fascinant de voir à quel point Stephen Meyer s'évertue à se concentrer sur des personnages principaux chiants, alors que tous les personnages secondaires et le background sont ultra intéressants. Oui, même dans celui-là. Jasper... There's so many of these movies I've never seen.
in my life. Never. Armé Never. par une vampire pendant la guerre de sécession pour développer son territoire, a été forcé de tuer ses semblables sous l'ordre de cette salope et a véritablement souffert. Il a été profondément trahi. Et Rosalie, quant à elle, a été transformée en vampire par le docteur Cullen quand il l'a retrouvée à moitié morte, violée et battue sous un pont par son amant et son groupe d'amis. Alors elle est bien gentille, la Stéphanie Meyer, avec ses « Est-ce que je dois aller vers Edward que j'aime ou vers Jacob que je n'aime pas ?» et avec ses « Je suis un vampire et je suis mort de la grippe espagnole, j'ai tué 7 humains, ma vie est damnée. » Par rapport à eux, poupougne, hein. Pupunya. Le film, un peu comme le premier, se permet même parfois de rire assez ouvertement de lui-même à quelques occasions. J'aime bien celle-ci par exemple, Doesn't he own a shirt? voire même celle-là. Ou encore celle-ci. Old school. Great. What's that, like code for something? Oh my god, Dad? I'm a virgin. Tu mens. Okay. Mais ce film prouve surtout Elle ment. à quel point Bella est une connasse. Regardez ça. Edward, you have to trust me. Et le pire, c'est que cette grognasse n'embrasse même pas Jacob parce qu'elle l'aime. Je crois que je l'ai assez dit comme ça. Elle l'embrasse uniquement pour le manipuler. Lui faire croire ce à quoi il a envie de croire pour qu'il soit pas perturbé par ça pendant le combat. C'est noble si on prend ça avec l'idée qu'elle veut qu'il survive, mais c'est aussi le conforter dans son délire. So he's in a freezing snow with no shirt. Okay. Maybe he doesn't own a shirt. Dans l'idée qu'elle l'aime autant qu'il l'aime. Et ça, c'est franchement de la torture. Peu importe, c'est plus une nouvelle arrivée à la troisième partie, mais ça montre que Bella n'a eu aucune progression depuis le dernier film. Celui-ci a fait 10 millions de moins, alors qu'il était de meilleure qualité. Mais quand j'ai appris que dans le quatrième, on allait voir Edward et Bella baiser comme des bêtes, et une césarienne pour la naissance d'un bébé vampire pratiquée avec les dents, pour la première fois de ma vie, j'ai attendu un Twilight. Et ben, j'ai bien fait, tiens. I'm sure. Le film a été réalisé par Bill Condon, un réalisateur de commande qui s'illustre par la médiocrité créative de ses films de Yes Man, récemment avec un remake plan pour plan de La Belle et la Bête, qu'il semble accepter pour réaliser des films personnels axés sur les personnages, des biopics souvent reconnus par la critique et ou le public. Alors sur Twilight, le gars s'est pas foulé, mais au niveau où même pour Twilight, c'est presque insultant. Que raconte Twilight 4 Breaking Dawn? Edward et Bella se marient, ils partent en lune de miel, baissent comme des bêtes, Bella tombe enceinte, il retourne donc à Forks pratiquer son accouchement avec le docteur Cullen. I guess she ain't a virgin no more. Bella meurt en couche et se fait vampiriser par Edward. Oh. En 1 heure, 57 minutes. Le fait est que Summit Entertainment, le studio qui produit les films, a vu les studios Warner prendre la décision de séparer le dernier chapitre des aventures d'Harry Potter en 2 films, ce qui officiellement permettait de ne pas tirer un trait sur trop d'éléments du livre, donc les fans étaient contents, mais aussi de se faire 2 fois plus de thunes sur le dernier chapitre, donc les producteurs étaient contents. Sauf qu'il y avait des tas de choses à raconter dans le dernier bouquin d'Harry Potter. Pas dans Breaking Dawn. Alors, comment ça se passe ? I guess I have to know. Le film commence par montrer différentes personnes qui reçoivent le faire-part de mariage de Edward et Bella, notamment Jacob qui... Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est chiant cette chemise. Oh, c'est d'un gratuit. C'est con, c'est tellement con. Do I have to watch this? Je comprends, c'est la merde ce film. Oui, I would never watch it. I don't even need to listen to him because I would have never watched it anyway. And now I'm being forced to watch a shitty movie which I would never watch. You know what I mean? This is almost torture. This is like that Pee Wee Herman with Not Serious. There's a lot of purring. Ensuite, on a droit à quelques préparatifs et enfin au mariage. Ah, voilà. Putain, mais même à son mariage, ça lui torcherait la gueule de sourire à cette pute. Alors c'est charmant tout ça, on a droit à des discours drôles ou maladroits. Hello? Et puis on se dit que ça va s'arrêter. Et ça continue. You'll have to get over your version of fashion. Et ça continue. Yeah, I know how to use a gun. Et ça continue. Go to sleep, my love. Encore et encore. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. On dirait un supplice de Tantale au bout d'un moment. On a compris qu'ils étaient heureux, bordel. C'est limite ils montrent pas les personnages aller aux chiottes pour combler le vide du film. Ensuite, les mariés partent en lune de miel sur une île déserte et nous sommes introduits à l'arme ultime de ce film pour se gonfler artificiellement et nous gonfler par la même occasion, les clip shows. Qu'est-ce qu'un clip show? Eh bien, c'est une séquence plus proche du clip musical que de la narration cinématographique.
En gros, on nous met une musique, et au-dessus on nous met des images dont on se foutrait complètement s'il n'y avait pas cette musique pour meubler. Donc, parce que c'est essentiel, un clip chaud de Bella qui se rase les jambes et se brosse les dents. Twilight, le Roméo et Juliette des temps modernes qui se rase les jambes. Ils vont ensuite se retrouver dans la piscine sur fond vert d'un studio, tellement mal fait qu'on voit les bords de la cuve sur lesquels ils ont incrusté le reste de l'océan et la lune, parce qu'avec un budget de 120 millions, t'as pas vraiment les moyens d'aller dans l'océan, hein. Et enfin, après 3 films, ils peuvent baiser, et on a un fondu au noir. Ah, ça prend 3 films pour baiser? Bah ouais, film de gonzesse, suivi par un clip chaud de la nuit d'amour qui vient de se passer. Même pas des images d'un peu plus tard, qu'on n'aurait pas encore vues, non, celle d'il y a quelques secondes, sinon ça serait utile. La nuit a été très agitée et Bella se retrouve avec un léger bleu sur l'épaule. Edward s'en veut à mort et refuse de coucher à nouveau avec elle pour cette raison. Tarlouse. Quand j'y pense, heureusement pour Bella qui peut pas lire ses pensées, je pense que sa vision de sa femme en prendra un coup. Non Bella, je risque de te faire du mal. Mais baise-moi la chatte! Après quoi, comme tout couple qui se respecte, selon Stephanie Meyer, il joue aux échecs. Oh, definitely, that makes sense. Play some chess. Ok. Et ensuite on a droit à un clip show de la lune de miel. Quelle allégresse! En allant gerber, elle tombe sur sa boîte de Tampax, des petites friandises auxquelles elle doit avoir tous les 28 jours, et réalise alors qu'elle a du retard et qu'il se pourrait bien qu'elle soit enceinte. Alors ça pourrait être un événement bouleversant si on avait juste pris la peine d'introduire quelque part dans le film ou dans la saga que la reproduction entre les humains et les vampires n'est pas possible. Comme on n'est pas au courant que c'est pas possible, quand ça arrive on n'est pas surpris ou choqué, on est juste en train de se dire « Hey, oh! Vous avez baisé sans capote !» Oui. Hello! Ouais, c'est con. Et pour bien marquer que c'est un événement important, devinez à quoi on a droit? Oh, elle va voir un petit loup. Oh, un petit loup. Un clip show sur Bella qui réalise qu'elle est enceinte. Le couple retourne donc à Forks pour que le docteur That's a nice house, I'm not gonna lie. I would enjoy a house like that. Cullen aide Bella à gérer sa maternité accélérée, puisque le fœtus se développera en 3 mois, grosso modo, tellement vite d'ailleurs qu'il affaiblit Bella. J'espère au moins que ce film prouvera aux anorexiques que c'est super moche. Quand Jacob apprend son retour et va lui rendre visite, il réalise le mal que lui a fait Edward, très indirectement tout de même, hein. S'en va énervé et nous avons droit à un clip show de la discussion que l'on vient de voir il n'y a pas 1 minute. On a ensuite droit à un truc particulièrement ridicule, parce que jusque-là ils avaient plutôt bien géré la télépathie des loups-garous, mais cette fois... C'est absolument pitoyable. Jacob se rebelle contre la meute, rejoint par Seth et une nana dont j'ai jamais trop compris ce qu'elle foutait là. Je crois que c'est l'ex du chef, mais bon, on s'en branle, ça sert à rien. Avertit les Cullen que la venue au monde du bébé de Bella est considérée comme un crime par les loups-garous qui projettent d'attaquer, et met en place des tours de garde, ce qui nous est montré par un clip show, évidemment. Ensuite, on découvre les idées délicieusement idiotes que Bella a trouvées pour les noms de ses enfants. If it's a boy, EJ. If it's a boy, East. If it's a girl, West. Ah non, c'est pas Kanye, never mind. Edward Jacob. Gênance 2000. Why don't you Edward Jacob. tell him the girl's name? I was playing around with her mom's names. Renesmee. Waouh! Juste, waouh! Oui, wow! Il a une chemise. C'est incroyable. He's got clothes on. Et enfin, le bébé grandit si bien qu'il finit par briser la colonne vertébrale de sa maman. Bella étant beaucoup trop faible pour accoucher, elle demande à Jacob et Edward de lui faire une césarienne, et malgré l'absence du docteur Cullen, Edward décide finalement d'y aller avec les dents, ce qui n'est malheureusement que suggéré par une vision subjective de Bella. Le bébé naît et Bella meurt. Jacob, fou de douleur suite à la perte de Bella, se met en tête de tuer l'enfant lorsqu'il est soudain terrorisé par le gosse. Non mais sérieusement, regardez-le, il est flippant ce bébé. L'image de synthèse est si voyante que le truc semble tout droit sorti des cauchemars d'un futur papa. Mais en fait non, Jacob tombe éperdument amoureux de la fillette, au point qu'il décide de l'imprégner. En fait c'est comme s'il pissait dessus pour la marquer, ce qui fait que les autres membres du clan peuvent plus l'attaquer, mais que lui du coup y est attaché à vie. Ce qui ajoute la pédophilie à la liste des situations particulièrement borderline qui émaille ce récit, Bella hésitant finalement entre la zoophilie et la nécrophilie, et un homme loup adulte reniflant sur l'enfant de la nana qu'il aimait, la future femme de sa vie. Bien sûr, quand il tombe sous son charme, on a droit à un clip show, et ainsi la maison est sauvée. On revient alors sur Bella, dans le corps de laquelle le venin d'Edward commence enfin à agir, la transformant lentement pour permettre de revoir toute sa vie défiler à l'envers par l'intermédiaire d'un clip show
avant enfin d'ouvrir ses yeux de vampire. Oh. Seigneur, qu'est-ce que c'était laborieux pour arriver à ça. Alors ok, elle a un petit peu souffert, mais on arrive au dernier opus, et pour l'instant elle a tout ce qu'elle veut. Son mec, être vampire, et même un bébé en bonus. Donc le dernier opus va être la dernière possibilité pour faire de Bella un personnage moral, vertueux, avec un sens des... J'arrive même pas à le dire pour déconner. Vous le savez. Vous savez que ça va être de la merde en barre, ce film. Mais il faut l'expérimenter comme moi je l'ai expérimenté. Non. En jouant le jeu, en me renseignant pas sur la fin, et en me laissant prendre par le film. Ou plutôt en me laissant mettre profond par le film. On commence, après un générique assez esthétique, jouant sur le blanc et le rouge, ainsi que les timelapses de choses en train de geler, par montrer l'éveil de Bella et ses aptitudes de vampire avec un... Oh non, ah non putain, tu vas quand même pas commencer par un clip show direct. Donc non, on n'aura pas un clip show, le film préfère montrer les aptitudes de Bella grâce à des effets spéciaux moches, alors que Bella doit apprendre à chasser, puis qu'on lui montre sa fille faite en effets spéciaux moches. Oh wow, elle est tellement... fake. Il faut ensuite passer au moment où on doit lui expliquer comment Jacob a protégé la gamine. You imprinted on my daughter? It wasn't my choice. She's a baby! It's not like that. C'est ce qu'ils disent tous. Do you remember how much you wanted to be around me 3 days ago? Because it was her. From the beginning, nothing ever made sense before. You, me, any of it. This was the reason. Ah, parce que c'est un projet de longue date en plus. Wow. Oh bon, c'est plus une histoire de prédestination, un truc dans ce genre-là. C'est très difficile. Ah, juste, dans tous les cas... Pour regarder ce film. Vous vous souvenez que la gosse s'appelle Renesmee? Smith? Parce qu'à un moment dans la discussion, Jacob va l'appeler Nessie. Et ça va donner lieu à la réplique la plus drôle que j'ai jamais entendue. Je vous jure, j'ai dû arrêter le film et j'ai dû attendre d'arrêter de rire pour pouvoir la prendre en note. Et c'est pas juste la réplique. Il faut que vous vous prépariez à voir à quel point Kristen Stewart est consciente qu'elle est en train de jouer la réplique la plus conne jamais écrite dans toute l'histoire du cinéma si elle n'a pas déjà été écrite dans le bouquin. Vous êtes prêts? Non. Ok. Nessie? You nicknamed my daughter after the Loch Ness Monster? Nessie. Ouh. Eh oui. Ouais. It's good writing. It's good writing. No? It's good writing. Je n'ai pas de mots. No, it's not good writing. No. La suite. She kicks his ass. Kicks his ass. Yes, maybe. Ensuite, pour une fois, on confronte Bella aux conséquences de ses actes, puisqu'on lui dit qu'elle ne peut plus voir son père désormais. Je comprends pas vraiment pourquoi, elle sera juste très bien conservée au fil du temps, mais elle va s'habituer à avoir faim et après tout les Cullen vivent en société. Mais vu qu'elle accepte de payer un prix pour ses actes, pour une fois, je vais accepter. Amusant cela dit, son père, la personne qui tient le plus à elle, est vraiment la seule personne qu'elle n'a jamais le moindre remords à laisser derrière elle et à traiter comme de la merde. Ah, c'est comme toutes les filles. Je comprends. Je comprends. Elle a mis tout le monde en danger pour sa mère, mais alors papa, elle aurait pu le sacrifier pour sauver Edward avec Cullen, putain. Tu me diras, quand il t'offre une baraque au fond des bois, sans aucune raison valable d'ailleurs, pourquoi Edward et Bella doivent leur petiner alors que tous les Cullen sont en couple et font avec la vie commune, je comprends qu'on ait peu de remords à envoyer chez son papa qui n'a rien fait de mal. You miss this place. Mais soit, elle paye enfin le prix de ses choix et... Ah là, mais c'est incroyable. Voilà. Tu vas voir son père, Jacob. Ouais. Jacob, j'aime beaucoup. What the Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu es en train de le faire? Ah non, Jacob! Non! Oh, he didn't want to ruin his shirt. Ah, we see the Hulk. He used to do that. The Hulk used to always get naked first because he didn't want to ruin his clothes. You remember that, right? No, you don't, because he never did that. Vilain Jacob! Qu'est-ce que t'as fait? Tu pouvais pas partir avec eux et la gamine au lieu de les faire rester à Forks? Maintenant, on lui évite encore une fois de payer le prix pour ses actions! A noter d'ailleurs qu'on a droit à toute une scène où les personnages sont en train d'apprendre à Bella à avoir l'air humaine, changer d'actrice. Oui, je sais qu'elle est bonne au final, mais elle en a rien à foutre de ce rôle. Je vois pas comment elle pourrait d'ailleurs. Et le truc, c'est que quand tu fais une scène où t'apprends à quelqu'un à faire attention à marcher, respirer et cligner tes yeux normalement, ce serait bien de les avoir montrés agir anormalement avant. Charlie commence à comprendre que toute résistance est futile et que sa pétasse de fille n'en fera jamais qu'à sa tête, y compris quand on lui montre la gamine de Bella et Edward. Dis donc, elle fout un peu les boules, ta gosse.
Et après une scène d'entraînement de Bella, l'élément déclencheur de l'intrigue arrive enfin. Nessie grandit à une vitesse aussi incroyable que l'effet spécial moche qui doit nous le vendre, de façon incompréhensible pendant toute sa croissance. Après 30 minutes de film, Irina, une des cousines des Cullen qui apparemment passait par là, totalement par hasard, voit Renesmee voler, un truc qu'elle ne refera pourtant jamais du film, et déduit que Bella et Edward ont changé une enfant en vampire, un crime commis par sa mère et puni de mort par les Volturi car ils sont trop insatiables et deviennent infiniment plus intéressants que l'histoire de Twilight. Vous notez d'ailleurs à quel point ce flashback explicatif est cheap. Le plan sur Arrow se retournant dans les flammes étant recyclé 2 fois en moins de 20 secondes, mais ce n'est rien. Plus tard, on a aussi le plan stock footage en basse définition dégueulasse parce qu'on était trop cheap avec notre budget de 120 millions pour aller tourner une scène en Égypte. Passons donc à la suite de ce récit, Non. Mais non, c'est pas vrai, putain. Pourquoi est-ce que ce plan est en image de synthèse? C'est un putain de plan large sur une voiture qui roule. Pourquoi il est en image de synthèse? Bien sûr que cet environnement pue le studio à plein nez, mais ils pouvaient pas envoyer une équipe tourner des plans de voitures dans les montagnes? Et pourquoi c'est aussi moche? On fait des effets spéciaux comme ça pour les pubs de bagnole à tour de bras depuis 20 ans! Ce plan arrive juste après une scène où Alice porte un vase au cas où elle aurait une vision et pourrait le casser pour augmenter l'effet dramatique de la scène. Merci. Et démarre la phase recherche d'alliés du film où les Cullen vont chercher des proches qui témoigneront en leur faveur face aux Volturi et pourront les aider s'il faut en venir aux mains. Et c'est là que démarre le festival du putain mais n'importe quel auteur digne de Snow aurait créé son histoire autour de ce personnage plutôt qu'autour d'Edward et Bella. Genre ce mec. C'est Jésus? Cette meuf. Moses? Et ce mec-là aussi. Name any American battle. I was there. Ces filles-là. Safrina had power over the mind. She could make anyone see what she wanted them to. Et à peu près tout le monde en fait. Ils se réunissent pour s'entraîner, l'occasion de découvrir que le pouvoir de Bella est un bouclier. Donc ça veut dire que très concrètement, cette femme est tellement coupée du monde extérieur qu'elle développe le pouvoir d'ignorer le pouvoir des autres vampires. Soit c'est un truc complètement ironique, parce que sous-entendre qu'elle est là pour protéger tout le monde alors qu'elle a foutu la merde partout où elle est passée depuis le début, c'est quand même du foutage de gueule. Bella est encore une fois la source d'un max de problèmes. Alice et Jasper ont fui, Arrow utilisant l'éventuel crime des Cullen pour récupérer Alice et son don de prédiction dans son clan, l'accumulation de vampires non domestiqués qui ont besoin de sang humain provoquant une vague de disparitions suspectes qui ne sera jamais adressée par le récit et provoquant la métamorphose de plus en plus de jeunes du clan des loups qui deviennent donc des dangers potentiels à gérer, et Charlie, pouvant être pris pour cible par les Volturi, doit être éloigné de la ville. Et malgré tout ça, la seule personne qui exprime un remords quelconque, c'est... I can't help thinking. All these people are putting themselves in danger because I fell in love with a human. Oh mais ferme ta gueule! Pourquoi c'est lui qui dit ça? C'est elle qui a tout fait pour foutre la merde! Depuis le début, je me demande ce qu'il trouve à Bella, mais ce qu'elle peut bien trouver à ce chouineur indécis et impotent est une question à la réponse tout aussi mystérieuse. Et bordel, quand est-ce qu'elle va se rendre compte de la merde qu'elle fout? Quand est-ce qu'elle va s'excuser et payer la moindre conséquence pour ses actions inconsidérées? It's my mistake. And when did she take care of the kid? Is it one of those movies? Your kid is born and then you never see her with the kid again until the kid gets older? You know what I mean? How many movies have we seen where somebody has a kid and then you're like, well, who's taking care of the kid? Where'd the kid go? What? He's 2 years old now. What? It happens all the time. They don't know what to do with kids because they can't make it like real life, or the damn character doesn't go nowhere. He's just stuck in a house taking care of the kid. Right? Combien de fois on voit ça? On voit ça. Beaucoup. La même chose là. I guarantee it. Et là commence le build-up le plus long pour le payoff le plus nul du monde. At least there'll be another movie, right? Part 5. You know there's another Friday the 13th coming out, right? You know Jason is coming back, right? Yes, I'm not even bullshitting you. Friday the 13th. Jason is coming back. They're probably preparing, so it's ready by October. Allez. Famille versus famille. The odds don't look good. The odds do not look good. Non, navré, j'ai eu du mal à trouver une bataille impressionnante quand elle met en scène la densité de population d'une cour d'école. Yeah, Napoleon's about to whoop your ass. Ça vient. Arrow commence par demander à lire l'histoire de Edward lui-même, et face à la preuve que l'enfant n'est pas une vampire mais une hybride, il demande à la rencontrer en personne. Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut, putain? Vous croyez qu'il
s'est dit, je vais jouer n'importe quoi et je vais voir qui aura le culot de me dire que je peux pas jouer ça dans un film Twilight. Donc Arrow a un orgasme en entendant pour la première fois un battement de cœur si étrange, mais maintenant qu'ils ont prouvé qu'il n'y avait pas eu de crime, il est obligé de trouver autre chose et commence à faire un discours alarmiste aux siens. C'est alors qu'Alice revient. Alors ça fait quand même 10 minutes que la scène a commencé et qu'on a plus filmé de gens à marcher et se regarder dans un décor studio qu'à discuter, et on est à 1h24 de film quand Alice touche Arrow pour lui prouver que l'enfant ne sera pas une menace pour les vampires. Face à son entêtement, Alice le repousse et invite les autres à attaquer tandis qu'elle est retenue par ses hommes de main. Carlyle se précipite pour la défendre, mais on est empêché par Arrow qui saute en l'air et le... Oh, that shit didn't end well for him. Putain de merde. Eh oui. Une conséquence dans Twilight pour quelqu'un d'autre qu'un méchant? Mais je suis tellement surpris, j'en suis presque ému. Je veux dire, ok, on a eu 4 films de merde, mais dans ces 4 films de merde, la meilleure partie a toujours été les personnages secondaires. Que ce soit pour leur background ou leur comportement, comme lorsqu'on voit à quel point Rosalie est heureuse de s'occuper du fruit des enfers de Bella et Edward, et Carla était le personnage le plus gentil de toute la saga. C'est en partie par lui qu'on découvrait les vampires dans le premier film, et il y avait des scènes très tendres, et putain mais qu'est-ce qui m'arrive? You watched Twilight. You watched Twilight. J'en ai quelque chose à foutre. It's your fault. Je sais même pas pourquoi j'en ai quelque chose à foutre, mais c'est pas juste que Carlyle soit mort, c'est le personnage le plus gentil, pourquoi c'est le mec le plus gentil qui paye pour tout le monde? Non! Mais putain, mais il était cool, Jasper! Et il a souffert toute sa vie avant de rencontrer Alice, et Alice l'aime! Oh. Putain, mais c'est dingue, mais qu'est-ce qu'il me prend? Yes! Vengeance! Oui, célèbre! Oh non putain, non pas le loup! Non pas le loup! Pas le loup! Oh, le pauvre. Je sais même pas qui c'est dans sa forme humaine, mais c'est dégueulasse de faire ça! Whoa! Thor! Oh non putain, Paris, mais aussi! Mais pas les deux parents, merde! Yes! Non! Oh la vache! Edward en danger! Don't worry, he's gonna save him. He's gonna save him. Oh oui putain, on vient mûrir celle-là! Putain-là, cette pute! Either. Oh. Putain, mais ça devient trop cool ce film! Finally. Oh. C'était mortel ce truc! La profondeur du personnage en une phrase! Hey, vous voulez voir Bella enfin payer pour les souffrances qu'elle a causées? Uh-oh. Oh. Uh-oh. Allez, Bella et Edward sont sur Arrow, jump kick, il semble prendre le dessus, Bella débarque, elle tire! Oh. C'était ouf! C'était mortel! C'était quoi cette baston, gueudin? C'était génial! Il Condon est officiellement un putain de génie! Quoi? He saw the future and realized they're gonna get their ass kicked. Brilliant. I have to watch this movie. I changed my mind. It looks amazing. Oh, the fight never started. Now the movie's gonna be 3.5 hours long. Wow. Now you know. That's your future. Et ça c'est... Ouais. Eh oui. 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 Oui, je sais, oui. Oui, non. Oui, non, ça... Oui.
Fils de... I agree. Vous vous foutez de ma gueule? Oui. C'était du vent? Cette scène de 8 minutes qui apportait enfin une justification à 4 films pendant lesquels une roulure a pourri la vie d'un homme, de son père, d'une famille recomposée, d'un groupe de vampires qui vivaient juste leur vie, d'un clan de loups-garous et de l'entièreté de l'espèce des vampires, qu'on nous tease comme climax inévitable du film depuis 1h30, n'était qu'une vision? C'était juste pour foutre une scène d'action, mais en vérité ils ne vont rien perdre du tout. I have evidence the child won't be a risk to our kind. Okay, we'll leave. I've been searching for witnesses of my own. I am half human, half vampire. Like the child. How old are you? 150 years. Oh, et vous faire mettre! Donc non good. seulement l'amour d'Edward et Bella n'a rien de spécial, parce que ce genre d'union a déjà eu lieu, mais en plus vous allez me dire que même pour l'avenir de la gosse, y a rien à craindre? Ils vont juste se regarder et se casser, et ils se cassent! Ils retournent chez eux! Il ne va rien se passer! Il ne se passe rien! Enculé! Et donc voilà, tout le monde se roule des gros palos, Alice a une vision de Renesmée adulte sortant avec Jacob, et on termine une dernière fois sur le champ quand Bella retire son bouclier et permet enfin à Edward de voir le peu de choses qu'elle a dans la tête dans un putain de clip show! Mais non content de nous avoir pourri la culture générale globale de l'humanité pendant 5 ans, les films nous rappellent à la fin qu'ils étaient si mauvais parce qu'ils étaient basés sur des bouquins qui ont fait la même chose pour la littérature 3 ans plus tôt, tandis que le générique bien kitsch de 6 minutes revient sur chaque personnage qui a traversé le cadre des films, y compris ceux qu'on n'avait pas remarqués parce qu'on connaissait même pas leur nom, comme lui, ou elle, et tant d'autres. Avant enfin que la saga ne s'achève, définitivement. Qu'est-ce que j'ai voulu vous dire avec cette rétrospective? Certainement pas de regarder la saga, faudrait pas déconner non plus. Plutôt de réaliser à quel point d'un mauvais matériau, on peut, par le savoir-faire et l'intention d'un réalisateur digne de ce nom, arriver à un résultat presque bon, voire très bon pour Eclipse, voire parvenir à un vrai investissement pour ces gens et cette histoire dans la fausse bataille de fin, simplement si on gère les conséquences des actions des personnages, ce qui permet d'avoir un enjeu et d'avoir quelque chose à foutre de ce qui se passe à l'écran. Vous prouvez aussi que, grâce à certaines astuces de réalisation, on peut avoir un discours et une vision complètement différente d'une même histoire. Catherine Hardwicke et David Slade l'ont parfaitement montré, là où les deux autres se sont bornés à adapter une histoire pourrie telle qu'elle sans y songer. Je voudrais aussi m'adresser au public de Twilight, ceux qui pensent que c'est une formidable histoire d'amour. Mesdemoiselles, parce qu'il faudrait quand même assumer au bout d'un moment, 80% du public de Twilight est féminin. Do I know my shit or what? Of course, bien sûr. Mais c'est 8-year-olds, maybe 12-year-olds. So you can't really, you know, they're gonna think it's amazing. There's nothing you can do about it, my friend. There's nothing. Non, donc oui, c'est principalement des filles qui regardent Twilight. Ouais, c'est des petites Mesdemoiselles, filles. Des petites filles. je vais pas vous ressortir les sketchs à la Nine Gag en disant c'est toujours une meilleure histoire d'amour que Twilight. Je vais vous dire, regardez The Fountain, regardez Moulin Rouge, regardez Un long dimanche de fiançailles, regardez 500 jours ensemble, et osez à nouveau affirmer que l'histoire de Bella et Edward devait être contée, que c'était essentiel d'écrire cette histoire, oubliez essentiel, que ça avait un quelconque intérêt, et surtout osez venir me dire que ça méritait le succès que vous lui avez offert. Êtes-vous seulement conscient et consciente des discours intégrés à cette œuvre? Parce que l'histoire de Twilight est une métaphore de la foi. Bella est une fille moderne et païenne qui découvre un homme religieux, membre d'un culte, qui ne la force pas à rejoindre sa religion de peur que ses règles hérites ne l'effraient, mais la laisse faire ce choix et découvrir que ce monde lui permet d'être la meilleure version d'elle-même si elle se dévoue à lui, donc à son culte, corps et âme. C'est un appel à la More or less the Lost Boys right there, that part. À la foi, Meyer étant donc mormone, mais aussi à la chasteté jusqu'au mariage, à la soumission aux règles de l'homme du couple malgré une femme forte en héroïne, tellement mal écrite qu'elle en devient une simple conne hélas. Le tout enrobé dans une histoire d'amour tellement mal développée par l'auteur que la seule partie compréhensible est le désir sexuel des personnages, parce que niveau personnalité ça colle vraiment pas. Donc la meuf écrit tellement mal qu'elle fait un bouquin pour vendre l'abstinence où la seule motivation réellement montrée par son personnage est son désir sexuel pour un bad boy light, appartenant à une race censée symboliser la damnation mais qui devient ici une métaphore des croyants, scintillant de lumière lorsqu'ils sont éclairés directement par la lumière de Dieu, retirant donc tout l'aspect tragique aux vampires, et où les règles ne sont créées que pour offrir des circonstances nécessaires à l'action ou au drame, mais volent en éclats si elles s'opposent au happy end des personnages.
Vous devriez avoir honte, mesdemoiselles, d'avoir ainsi promu la médiocrité, le néo artistique et créatif. Ils sont 12. Ils sont 12 ans. Ils sont des petits enfants. What the hell do they know? Right? The majority of the audience is going to be 12-year-old girls. So, qu'est-ce que tu veux? Et l'une des histoires d'amour les plus pourries qu'il m'était donné de voir. J'ai raison et vous avez tort. Prenez soin de vous, allez voir des films. You know what? Ciao. Je croyais qu'on dit vous êtes. If you say tu merde, je peux pas parler. Tu vas avoir tort. Doesn't that mean you're gonna regret it? Doesn't that what that means? It means wrong? Wrong? Ugh. Anyway, c'est ça son nom, Rémi? Ciao. Ah non, c'est pas. Bon, whoever this guy is, we'll call him why I'm right, why you are wrong. The video could have been 3.5 minutes long, and I would have said, oh, I 100% agree with everything you just said. I mean, after reading the title and realizing that this was a movie review, and that I never watched it because all I needed was 5 seconds. Like, I think my wife said, hey, you want to watch this? And then she showed me the trailer. And I said, no, I don't want to watch it. And, now that I think about it, I don't even think she watched this. Was there also a movie series? Not a movie, like on Netflix, you could watch this, but it's like season 1, season 2, season 3, and there's a whole bunch of episodes. Shit like that? No? Peut-être? Because now that I think about it, I don't think she actually went to watch the movie in the theater. But I remember her watching this shit or something like this. Oh, I don't know. Look, I knew it was terrible from the first minute. And then I was like, oh, it was like the Pee Wee Herman one. I got nothing against this guy. He did his job. Actually, the part with the popcorn and then everything was just the future, that part was really good. That was funny. But, he's doing his job. But, when you know the movie sucks and there's nothing would ever interest me in a movie like this, it doesn't make a difference if you tell me for 47 minutes that the movie sucks and why it sucks. I mean, I believe you. Trust me. I could have told you that. I could have watched the trailer. See, I should be a movie reviewer. I could have watched the trailer and I would have said, okay, 60 secondes in, c'est la merde. Ne regarde pas cette merde. Have a nice day. Bonsoir. À la prochaine. Et voilà. Fini. You want to know why it sucks? Because I know it does. That's why. Parce que je sais. If you want to waste 2 hours of your life just to come back to me and say, holy shit, in 3 minutes, you were right. The movie sucked. I mean, that's up to you. That's up to you. But yeah, Twilight. Twilight. Anyway, yeah, I knew this was going to be a silly-ass movie I can't believe they made 4 of them. I can't believe one almost made $700 million. That's a lot of little girls watching movies. A lot of little girls watching movies. Woo! Bon, anyway, time for dodo. Oui. I hope I don't have nightmares of the wolves. Oh, I was scared. J'étais très peur. Bon, okay, why I'm right and you are wrong. Well, I don't know why I'm wrong. I don't see how anybody would have watched. Does he mean why am I right and you are wrong because you think this movie's great? Is that what he thinks when he says you are wrong? I don't think anybody knew it. Unless you're a 12-year-old girl. I don't know anybody who would have said, oh no, this was a great movie. It's excellent. Oof, the Twilight Saga. Thank God it's finished. Thank God. Now I can watch Friday the 13th, part 48.
Oh, I cannot wait. It's going to be amazing. Okay, anyway, take care. Peace out. Ala pushen.